Alors justement, la préservation de la biodiversité passe aussi par la réduction de l'usage des pesticides, parce que les pesticides sont justement, dans leur définition, destinés à tuer la vie. Des moisissures, des bactéries, des insectes, des herbes, etc. Du coup, à très large échelle, inévitablement, ces pesticides peuvent altérer les capacités effectivement d'existence à terme de certaines espèces animales et végétales. Un document, une méta-analyse, une analyse scientifique qui reprend l'ensemble de la littérature produite, c'est une grosse étude qui a été faite ici, qui montrait effectivement quelles étaient les espèces animales et végétales, enfin les espèces animales ici, pardon, particulièrement impactées par l'usage des pesticides. Alors, j'ai volontairement pas mis un agriculteur en train de traiter lourdement, parce qu'on oublie trop souvent aussi que le petit particulier chez lui, dans son jardin, il peut avoir la main très très lourde sur l'usage des pesticides. Il peut les utiliser de façon tellement mauvaise qu'il risque de s'exposer lui-même et menacer sa santé. Et puis, il va être aussi responsable d'une pollution de l'eau importante, parce que les concentrations ne sont pas forcément correctement maîtrisées, et puis parce que le fond de la cuve, il ne va pas forcément faire toujours ce qu'il faut. Bon. La responsabilité du monde agricole existe aussi, vous le savez, elle est lourde aussi, mais il ne faut pas oublier, je dirais, tous les maillons, effectivement, qui sont responsables de cette pollution par les pesticides. La réduction d'usage des pesticides est donc devenue une obligation impérieuse pour la préservation de cette biodiversité, autant d'ailleurs, vous le savez très bien, que pour la santé. D'ailleurs, je pourrais faire une petite parenthèse simplement, on a maintenant des études épidémiologiques assez claires qui montrent que la consommation de produits traités en agriculture, la consommation de fruits, de légumes par exemple, qui contiennent des résidus de pesticides, peut altérer certaines parties effectivement de l'organisme, certaines fonctions de notre corps peuvent être altérées par ces pesticides. On le présumait depuis très longtemps dans les modèles animaux dont on disposait, et depuis 2 ans maintenant, on a des études qui sont menées notamment sur la qualité du sperme humain. Un homme qui veut essayer de se reproduire a intérêt à manger du bio plutôt que du conventionnel. La qualité de son sperme n'en sera que très nettement améliorée. C'est une étude assez intéressante sur le sujet quand on constate aujourd'hui l'effondrement de la qualité du sperme humain dans la population, puisqu'en l'espace de 50 ans, nous avons perdu pratiquement la moitié de nos spermatozoïdes. Où sont-ils passés, hein? Et puis non seulement il y a de moins en moins, mais il faut voir la tête de ceux qui restent en plus. Donc en gros, voilà. Et puis il y a aussi les malformations qu'on trouve de plus en plus nombreuses chez les petits garçons, notamment les malformations au niveau du pénis, au niveau des testicules. Ces malformations, aujourd'hui, sont fortement soupçonnées d'être aussi en lien avec toute une série d'expositions, et notamment au premier rang de ces produits, les pesticides. Et une étude, là aussi très intéressante, montrait que les femmes enceintes, lorsqu'elles consommaient des produits biologiques, elles avaient des risques de mettre au monde un enfant qui avait des problèmes de malformation de l'appareil génital qui étaient très sensiblement diminués, d'un facteur pratiquement 50%. Donc, on commence à avoir des études épidémiologiques qui montrent un très net intérêt qu'on pressentait depuis longtemps sur la consommation de produits bio. Mais consommer des produits bio aussi, pour le citoyen, c'est quoi? C'est justement participer à la production agricole, une production agricole qui n'utilise pas de pesticides, du coup qui protège cette biodiversité. C'est notre rôle citoyen aussi. Je dirais, quand on mange bio, c'est gagné à tous les étages, hein, je dirais, pour l'environnement, pour les ressources en eau, pour le réchauffement climatique, puisque les sols en production biologique pompent du gaz carbonique à l'atmosphère, alors que les sols en production conventionnelle sont plutôt des émetteurs de gaz responsables du réchauffement climatique, notamment. Donc, tout le monde y gagne, sauf, bien sûr, ceux qui vendent les pesticides, par exemple. Et puis ceux qui vendent les OGM. Alors ceux qui vendent les OGM savent très bien communiquer, justement. Tiens, quand on parle de biodiversité, c'est assez extraordinaire parce que les OGM, il y a 2 aspects. Il y a la vitrine et puis il y a le fonds de commerce. La vitrine, c'est ce qu'on met devant pour dire c'est joli comme tout, regardez plutôt. Quand on vous dit c'est joli comme tout, on a des plantes qui sécrètent des insecticides. C'est plus la peine d'utiliser des insecticides, puisque par exemple le maïs va se mettre à sécréter une substance qui va aller détruire la fameuse spirale du maïs, cette chenille qui va faire beaucoup de dégâts. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser de pesticides, c'est vachement bien pour l'environnement. Ça, c'est la vision positive de la chose. Par contre, quand on regarde un petit peu le détail, est-ce que c'est dangereux pour le consommateur de manger maintenant des produits qui sécrètent une molécule que la plante ne sécrétait pas auparavant? C'est pas trop. Mais effectivement, certains se sont lancés dans l'opération avec des populations de souris. Des chercheurs français, notamment Serralini par exemple, en montrant effectivement des effets assez redoutables de certaines de ces populations d'OGM. Les risques pour les autres espèces, ça c'est identifié. C'est-à-dire que quand la plante se met à sécréter naturellement, je dirais, des pesticides, naturellement si on peut dire, c'est d'autres espèces aussi de pollinisateurs par exemple qui peuvent être impactées. Et puis ça va faire apparaître des résistances
Parce que quand la plante sécrète en permanence l'insecticide, on favorise là aussi l'apparition des résistances. C'est comme pour les antibiotiques. Si vous mangez tous les jours des antibiotiques, vous allez favoriser l'apparition des résistances. Par contre, le fonds de commerce des OGM, c'est plutôt ce type de plantes. C'est des plantes qui sont construites pour résister à un herbicide. Donc l'intérêt ici, c'est de pouvoir planter sans faire autre chose que de temps en temps balancer un petit coup de désherbant qui va tuer en fait toutes les variétés végétales, sauf la plante génétiquement modifiée pour y résister. Question là encore, est-ce que c'est mieux pour le consommateur? Est-ce que le consommateur risque pas de subir les conséquences de la consommation de ce genre de choses? L'étude de Seralini, pardon, on est sur ce modèle d'OGM. Ben oui, effectivement, quand la plante maintenant est capable de fixer du Roundup, enfin du glyphosate, alors qu'elle n'était pas auparavant en mesure de le faire parce qu'elle allait en mourir, est-ce que ça comporte des risques pour les consommateurs? Quand on regarde les populations animales nourries avec ce type de céréales, on commence à avoir des éléments assez préoccupants, effectivement. Est-ce que c'est transposable à l'homme? On a des éléments de présomption forts. Augmentation de l'usage des pesticides, bah oui, puisque votre OGM résiste aux herbicides, bah maintenant vous allez devoir acheter le pesticide qui va avec votre semence. Hein. C'est génial parce que vous savez très bien, c'est les mêmes sociétés qui vous vendent les semences et les pesticides. Donc les OGM, là où je veux en venir au niveau de la biodiversité, elles vont permettre de créer de nouvelles espèces. C'est ce que vous disent certains. Ben oui, les OGM ont créé de nouvelles variétés d'espèces et on va faire demain des choses. Alors, on est beaucoup dans le fantasme aussi autour des OGM. Hein. Si vous croisez une araignée avec une brebis, vous allez faire une espèce de brebis avec une tête d'araignée. Non. Mais vous allez pouvoir effectivement, dans le lait, produire peut-être des éléments de soie qu'on va pouvoir ensuite polymériser, etc. Donc, on crée de nouvelles variétés animales, végétales, mais dans le même temps, on participe. Dans le même temps, l'être humain fait s'éteindre un très grand nombre d'espèces animales et végétales. Les OGM qu'on construit sont des OGM qui doivent faire preuve de leur capacité à s'adapter à un écosystème, et rien n'est moins sûr, et notamment l'instabilité génétique de ces populations d'OGM est préoccupante. Par contre, les populations qui disparaissent, les populations animales et végétales, elles, par contre, sont des populations qui étaient parfaitement adaptées, qui ont su effectivement s'adapter à ces environnements. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement pervers. Nous sommes à la même époque où on essaye de nous faire manger des nouvelles plantes, des nouveaux animaux demain, des OGM, des nouvelles espèces, et dans le même temps, on laisse s'éroder à une vitesse très préoccupante ces variétés anciennes. Sans compter que même les OGM peuvent participer à la menace sur la biodiversité. Quand vous regardez par exemple les saumons, ça y est, on mangera peut-être bientôt du saumon génétiquement modifié qui pousse 3 fois plus vite, qui devient beaucoup plus gros. Sauf que quand ces saumons vont sortir des bassins, même si on essaye de prendre des mesures pour limiter ce genre de choses, quand ces saumons génétiquement modifiés vont frayer avec des saumons sauvages, eh ben, ce sera l'érosion de la biodiversité de ces saumons sauvages, tout simplement. Alors, en agriculture biologique, pour la préservation de la biodiversité, il y a un document intéressant qui avait été publié. Alors, il y a le non-usage des pesticides qui joue un rôle déjà très important, bien sûr, mais il y avait aussi une conférence très intéressante de la FAO, l'administration des Nations Unies qui s'occupe d'alimentation et d'agriculture, qui disait en 2007 « L'agriculture biologique permet de protéger l'agrobiodiversité et d'en garantir une utilisation durable ». Bon, alors cela dit, on a aussi des modèles de bio industriels qui sont en train d'apparaître. Ce qu'il faudrait, c'est que le bio reste sur des semences anciennes, des variétés rustiques. Parce qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus de bio avec des variétés F1. Vous savez, les variétés F1, c'est des hybrides. Vous plantez, et puis vous dites, ben, tiens, c'est une super plante, elle pousse bien, je récupère les graines de ma production, et l'an prochain, je les replante. Ben, vous faites ça, ça ne marchera pas. Ou alors ce sera des plantes complètement chétives. C'est génial, il faut chaque année racheter des semences aux semenciers. Un véritable piège. Et on devient, l'agriculteur perd cette capacité à produire lui-même ses propres semences. Avec des cas qui ont été absolument invraisemblables, où des personnes se sont retrouvées devant les tribunaux parce que contaminées par des OGM qui appartenaient à une société qui a fini par mettre l'agriculteur devant les tribunaux en disant « Vous avez dans votre production des OGM qui ne vous appartiennent pas. Oui, j'ai été contaminé, je suis producteur bio, etc. » Vous savez, le genre de truc invraisemblable où la victime devient coupable. C'est quand même, on marche sur la tête. Et il est très urgent, effectivement, de conserver des semences paysannes, des semences qui peuvent se transmettre sans qu'on passe par, effectivement, les secteurs industriels. La menace sur l'alimentation mondiale, elle est aujourd'hui très très forte autour de cette simplification des semences, de ce catalogue des semences aussi, dans lequel il faut pouvoir rentrer, en quelque sorte. On est sur des menaces qui sont très très sérieuses. Tout ça conduit à une érosion de la biodiversité et à terme,
à la mainmise, effectivement, de certains groupes semenciers sur la plus puissante des armes qui existent, l'arme alimentaire. Et puis, on a aussi une agriculture qui s'est tellement, je dirais, spécialisée, qui a tellement voulu améliorer sa productivité, qu'elle a réduit très sensiblement le nombre de variétés utilisées. On disait beaucoup d'espèces anciennes sont en train de disparaître, tant des animaux, des poules, des cochons, par exemple, des ânes, que des pommes de terre, etc. Par exemple, voici une variété de pommes transparentes de Croncel, créée dans les années 1870. Alors, on l'a créée par hybridation. Ce n'étaient pas des organismes génétiquement modifiés. Hein. Les OGM ont franchi ce qu'on appelle la barrière des espèces. Et là, on peut croiser une bactérie avec une plante avec un animal, un humain avec ce qu'on veut, etc. Là, on n'est pas du tout dans cette dynamique. On fait effectivement des populations animales dont on va améliorer le rendement, par exemple, en les faisant se croiser, mais on est sur des variétés qui peuvent se croiser entre elles. Par exemple, la transparente de Croncel, cette variété, contenait dans une seule pomme 400 mg de vitamine C. Dans une golden, il y en a 4 mg. La golden qui fait à peu près les 3/4 du marché aujourd'hui de la pomme. Alors évidemment, pour avoir la même quantité de vitamine C dans une pomme que ce que mangeaient nos grands-parents, par exemple, il va falloir bouffer pas mal de golden. Hein. Et puis on pourrait aussi ramener ça à la vitamine A, par exemple, sur l'orange d'hier. Quand je dis hier, c'est il y a 50 ans. Hein. Il en faut aujourd'hui 27 pour avoir la même quantité en vitamine A. On nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ce qu'on ne vous a pas précisé, c'est 5 cagettes de fruits et légumes par jour. Parce qu'avoir la pauvreté de ces différents types d'aliments, ça devient du grand n'importe quoi. Alors évidemment, on a toujours la quantité, on a éventuellement le goût, mais alors pour ce qui est de la qualité nutritionnelle, ça s'est littéralement effondré. Et c'est pareil même sur des productions alimentaires, par exemple, alors sur le brocoli, par exemple, sur le steak, etc. Alors qu'est-ce qui explique cet effondrement? Eh bien sûr, des sols plus pauvres qui sont en train de s'épuiser sous l'effet d'une agriculture intensive, qui ne respecte plus les rythmes biologiques du sol, des végétaux cueillis trop tôt, ça c'est ainsi, quand on veut les transporter sur de longues distances, il faut les cueillir plus tôt, des traitements de conservation plus fréquents, des croissances plus rapides, et puis surtout des sélections de variétés. On sélectionne les variétés à outrance pour faire des variétés qui sont belles, qui sont consistantes, et puis qui sont surtout lourdes. Si elles n'ont pas de goût, on s'en fout à la rigueur. Il faut simplement que ça présente joli. C'est à nous aussi, consommateurs, je dirais, de privilégier des semences anciennes, de privilégier des paysans qui travaillent avec ce genre de choses. Même en bio, on n'est pas à l'abri d'une sélection de ces espèces effectivement très productives. Il faut être très très vigilant pour éviter cette érosion de la biodiversité. Toujours dans l'agriculture, pour faire large, les élevages intensifs favorisent la biodiversité. Si, je vous assure. Vous prenez des poules, par exemple. Vous leur faites manger, parce qu'elles sont très nombreuses, vous avez, je sais pas, quelques dizaines de milliers de poules dans votre élevage, et vous avez des poules qui viennent des poussins qui viennent de différentes écloseries. Si un seul de ces poussins est malade, vous risquez de coller la maladie à tout le monde. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous distribuez préventivement des antibiotiques. Ah oui, et là, quand vous distribuez des antibiotiques, vous faites apparaître de la biodiversité. Eh oui, vous créez des souches bactériennes résistantes. Vous faites apparaître de la biodiversité. La biodiversité pas forcément sympathique ici. Ah non, pas franchement sympathique. La distribution massive dans les élevages industriels d'antibiotiques concourt directement à faire émerger des résistances chez les humains. Et ça, c'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence parce qu'on a à peu près 10 000 décès par an, chaque année donc en France, 10 000 décès occasionnés par la résistance aux antibiotiques des bactéries. Ce qu'on appelle aujourd'hui les BHR, les bactéries hautement résistantes. Dans les services hospitaliers, c'est un véritable fléau. Vous avez des personnes aujourd'hui, on ne sait plus comment les soigner. On retombe à la même époque que ce qu'on avait avant les antibiotiques. Et on peut mourir aujourd'hui d'une simple infection bactérienne, parce qu'on n'a plus les outils, parce qu'on n'a plus les armes qu'étaient ces antibiotiques. On les a utilisés n'importe comment, et ce sont même notamment les dernières classes d'antibiotiques utilisées en pharmacie humaine qu'on utilise encore dans certains élevages animaux. C'est complètement crétin, on se tire une balle dans le pied, mais on n'est pas à une incohérence près dans le domaine de la santé. Je fais régulièrement des formations dans les écoles d'infirmières, on va manger au self, et au self, il y a du poulet. Et là, on s'inquiète effectivement de l'antibiorésistance. Il y a encore une personne qu'on a hospitalisée dans une situation, on ne sait plus quoi faire, on est dans une impasse thérapeutique, tous les antibiogrammes sont vierges, on n'arrive plus, on ne sait pas quoi la traiter. Et qu'est-ce qu'on mange au self? Du poulet. Il a bouffé de l'antibiotique, le poulet? Pour être à ce prix-là, sans doute, oui. Mais donc on se plaint de choses, on lutte contre quelque chose et on participe activement à favoriser ce genre d'antibiorésistance. On commencerait par manger du poulet de qualité qui n'est pas gavé d'antibiotiques, ce serait bien.